Il y a quelques semaines, j'avais posté sur Twitter et Facebook 2 photos de circuits imprimés qui sont des cartes filles d'une centrale télécom professionnelle fabriquée en France et qui date de la fin des années 90, où j'en disais tout le bien en termes de qualité. Et du coup, ça a débouché sur il faut que je vous en fasse une vidéo pour vous montrer tout ça. Mais bon, le problème c'est qu'il y a tellement de circuits imprimés qu'une seule vidéo ne suffira pas si on veut prendre un petit peu le temps de s'attarder sur leurs composants. Donc finalement, il y en aura 3. Alors la personne qui m'a donné ces cartes les a récupérées en l'état et elle ne sait absolument pas de quel type de centrale elles proviennent parce qu'elles étaient toutes dans un même carton. Donc si parmi vous, il y en a qui s'y connaissent bien en télécom, vous savez que c'est pas vraiment mon domaine, n'hésitez surtout pas à donner des infos pertinentes et complémentaires dans les commentaires. Je suis sûr que ça aura son intérêt. On peut considérer donc que cet épisode est la première des 3 parties et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de diviser cette observation en 3. Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai identifié 3 catégories de circuits imprimés liés à cette centrale télécom par rapport à leur facteur de forme et au type de composants qui les peuplent. On voit bien sur cette pile que nous avons essentiellement affaire à de l'électronique numérique et logique, il y a énormément de circuits intégrés et très peu de composants analogiques. En revanche, cette pile est largement plus hybride avec beaucoup de composants de grande qualité de fabrication. Et la troisième pile ressemble surtout à des cartes filles pratiquement toutes identiques, aussi bien dans leur facteur de forme que dans leur composition électronique, et qui présentent un aspect modulaire évident. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur la première des 3 piles représentées par ces 3 circuits imprimés à la conception très soignée. Vous noterez qu'elles ont toutes ces connecteurs multipoints mâles ou femelles selon le type et l'usage qui comportent 96 broches, qu'on appelle aussi pôles, avec des contacts plaqués or. Commençons par la première des 3, très représentative d'une conception typique des années 90 avec un mélange de composants en trous traversants, de composants de surface, de circuits intégrés sur support, de montage pour carte mère-fille, etc. Je pense qu'il s'agit là de l'unité centrale. Comme vous le constatez, il n'y a aucun composant sur cette surface et l'autorouting a été largement exploité pour le tracé des pistes très géométriques. Elles n'ont clairement pas été tracées manuellement. Cette carte a la particularité d'avoir une face avant avec ici un connecteur DB25 femelle probablement destiné à une liaison série et juste au-dessus ce qui ressemble à un afficheur LED rouge avec pas moins de 28 broches qui les relie au circuit imprimé. Alors pour mieux l'observer, j'ai retiré la lame d'aluminium de cette face avant et je me rends compte qu'il y en a 2 identiques qui contiennent non seulement des LED mais aussi un circuit intégré et comme ils sont placés dans un support, on peut les retirer facilement. La référence est TIL 311 et ils ont été fabriqués par Texas Instruments la 32e semaine de 1995. Vous remarquerez que la disposition des diodes électroluminescentes décrivent un caractère alphanumérique, je vous le trace pour mieux vous le représenter, et j'en conclus que ce double digit devait servir à afficher des codes erreurs en hexadécimal, ce qui est une pratique courante sur les cartes mères et qui est d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Et vous voyez là au centre le minuscule circuit intégré embarqué qui est chargé de mettre sous tension les LED correspondantes au symbole hexadécimal demandé depuis la carte mère. Revenons justement à cette carte et j'observe que toute cette région n'a pas été peuplée des circuits intégrés prévus. Nous avons ici un montage qui permet de superposer une carte fille avec la carte mère grâce à des connecteurs carte à carte, ce qui permet de séparer ce qui ressemble à un module mémoire de la carte principale avec le CPU. Et comme ce module mémoire cache beaucoup de composants en dessous, je vais déjà la retirer. Et puisqu'on y est, on va l'observer de plus près parce qu'elle renferme beaucoup de composants, mais tous placés sur la même face. Alors en fait, au vu des circuits intégrés choisis, je dirais que ce module contient aussi bien les mémoires que l'interface d'adressage à ces mémoires. Et avec un transistor de puissance PNP T329, un autre NPN en boîtier TO18, un double ampli op LM358P et un paquet de résistance, ici on fait clairement de la régulation de tension. Chacun de ces drivers de ligne pour l'adressage mémoire a son propre petit condensateur de découplage et ces petites barrettes rouges ne sont autres que des réseaux de résistance de 10 kΩ chacune. Et si ce boîtier DIP de 20 broches se voit infligé d'une petite étiquette, c'est sans doute parce que c'est un circuit programmable, on va en avoir le cœur net rapidement, même si cette étiquette est un poil récalcitrante à retirer parce que vieille d'une vingtaine d'années. Mais elle ne résistera pas à un peu d'essence F. Et il s'agit d'un circuit PAL 16L8A qui est en effet un SPLD, c'est-à-dire un circuit logique programmable en 5 volts. La question est, quelle est sa fonction précise dans ce module mémoire? On poursuit avec cette rangée de 8 barrettes distinctes de chip mémoire et le composant utilisé est fabriqué par Sony et c'est de la static RAM 128 kilo par boîtier TSOP 32 broches.
Le choix d'utiliser ce genre de montage était un moyen simple et efficace d'upgrader la quantité de mémoire totale. Je constate qu'il y a 4 de ces boîtiers par barrette, soit 512 kilo-octets, x 8, ça donne en tout 4 Go de SRAM. Et oui, n'oubliez pas qu'on est à la fin des années 90. Et ce petit boîtier SOP est le décodeur démultiplexeur par lequel transitent les données avant de rentrer ou de sortir de la RAM. Cet imposant boîtier hermétique bleu MemoGuard permettait à l'époque de tenir alimentées des mémoires RAM volatiles pour qu'elles gardent leurs données une fois que le courant était coupé et donc les considérer comme des mémoires non volatiles. Je comprends parfaitement pourquoi il a sa place sur ce module mémoire, mais si je me rappelle bien, dedans il n'y a rien d'autre que des piles au lithium en série, très bien isolées pour éviter tout écoulement intempestif. Et justement, ça va être l'occasion de le vérifier puisque je vais l'ouvrir pour vous en donner la preuve. Voilà, nous avons bien 3 piles au lithium rondes disposées en série. Bien évidemment, depuis le temps, elles sont mortes et elles baignent dans une sorte de mousse expansive. Et vous voyez qu'il y a un d'autre. Revenons sur le circuit principal et tout ce que vous voyez là était caché par le module mémoire, et notamment ce processeur qui n'est autre qu'un classique Motorola 68000, celui-ci est un boîtier LDCC de 68 broches. On a au-dessus 3 SPLD programmables comme celui qu'on a trouvé sur le module mémoire. Celui qui a une étiquette a forcément une fonction différente des deux autres. Voici un MC68901 qui est un processeur multifonction périphérique de la famille 68000. Le CPU se servait de lui pour des tâches spécifiques. Ceci est une RTC, une Real-Time Clock, et j'ai fait une vidéo sur ce composant il y a longtemps. Et ces deux EEPROM renferment probablement le logiciel qui fait tourner tout le système. On va quand même jeter un coup d'œil rapide sur ce qu'elles contiennent. Et pour ça, il faut d'abord que je les retire et que je les place sur mon lecteur programmeur Mini Pro TL866. Je n'ai pas la moindre idée du type de système d'exploitation qui peut tourner sur ces appareils, et justement, ces EEPROM sont étiquetés et semblent être développés par Microtech Research. Alors bien entendu, je ne vais pas me mettre à faire là de la rétro-ingénierie, ça n'est pas du tout le but de cette vidéo, mais juste regarder rapidement si on ne reconnaîtrait pas une signature quelconque qui pourrait mettre la puce à l'oreille par exemple. A priori, ça a l'air d'être quelque chose de très propriétaire, ce qui n'est pas surprenant dans le milieu des télécoms pro. J'ai passé en revue les deux EEPROM et rien d'évident ne m'est apparu. Et j'ai lu que Microtech s'est fait racheter en 1995 par Mentor Graphics, qui s'est fait plus tard racheter par Siemens, mais je n'ai trouvé aucune trace en rapport avec ce Matracom 6501. Ce 68172 est un contrôleur de VME bus qui est un type spécifique de bus dédié à la famille 68000 depuis les années 80. Il y a bien entendu beaucoup de quartz comme cela ou d'oscillateurs sur cette carte, un ici, un autre là, ce qui n'est pas étonnant vu le nombre de processeurs qu'il faut cadencer. La carte embarque par défaut cette quantité de mémoire SRAM, chaque chip peut stocker 32 kilo-octets et comme il y en a 12 ça fait 384 kilo-octets. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils n'ont pas peuplé les 4 manquants. Et on a ici toute une série de boîtiers compatibles 74 LS qui semblent être des flip-flops. Un 68230 pour l'implémentation d'une interface parallèle, toujours dans la famille 68000 puisque vous l'aurez compris, toute la carte est architecturée pour ce CPU. Passons au second circuit imprimé et il est noté en bas OCT2 Matracom, donc pour ceux qui savent, il s'agit d'une carte OCT2. Alors par curiosité, j'ai cherché sur internet un peu plus d'infos sur cette carte et je suis tombé sur un site qui répertorie et qui revend des pièces détachées télécom dont celle-ci, et j'ai découvert qu'elles sont destinées à un autocommutateur téléphonique privé Matracom 6501 qui ressemble à ça. En tout cas, quand on regarde les prix malgré l'âge, c'est pas donné. Sur la partie supérieure où se trouve cette poignée noire, on a ces 8 connecteurs gris, et j'avoue que j'ignore totalement à quoi ils pouvaient servir. Sur la face arrière, les composants que l'on trouve sont essentiellement des passifs à SMD, résistance et condensateur. En composants discrets, on a quelques diodes et 3 boîtiers à SOIC 16, mais dont il est difficile de voir la référence. Il y a aussi sur cette carte un montage avec connecteur carte à carte, comme vous le voyez là, et je suppose qu'il s'agit, comme sur la précédente, d'un module mémoire, on va le vérifier. Pour commencer, on a 2 boîtiers TSOP 56 broches de mémoire flash Intel, 2 mégas chacun, et 2 autres en SOP 32 broches de mémoire statique RAM, 128 kilo-octets chacun. Bon, donc globalement, on est bien dans un module mémoire.
Et on a en plus ici deux derniers boîtiers de mémoire DRAM, 512 kilo chacun, et sans même savoir sa référence, je suppose que ce petit boîtier QFP est un device logique programmable, le reste doit servir à l'adressage. Vu le nombre de circuits intégrés, il est normal d'avoir encore beaucoup de quartz pour les cadencer, j'en compte au moins 4. Et je constate que le boîtier QFP qui se trouvait ici a été volontairement dessoudé, et vous savez quoi, je crois bien que c'était un Intel 80386SX, donc cette carte serait architecturée en x86. A l'époque, il n'était pas rare de trouver ce gros boîtier DIP dans un autocommutateur puisqu'il est capable de gérer une matrice de 256 canaux d'entrée et de sortie. Bon, il y a tellement de circuits intégrés sur cette carte que vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir tous les passer en revue. Par contre, j'aurais bien aimé savoir quel processeur se trouvait sur ce support de 40 broches, donc si vous avez une idée, mettez un commentaire. Ces deux boîtiers DIP UMC sont de la static RAM, faible consommation, 128 kilo chacun, et là on a la même chose mais en boîtier SOP. Encore un boîtier QFP dessoudé manuellement, et ce quartz de 40 MHz devait lui être destiné. D'ailleurs, juste à côté, on a toute une série de circuits intégrés manquants, comme vous le voyez, mais ceux-là n'ont pas été dessoudés, ils n'ont juste pas été posés sur la carte. On trouve ici 4 relais montés en surface de fabrication japonaise, avec au milieu ces 4 thermistances noires, tout cela est très quali. Bon, en gros, voilà, une carte complexe avec plusieurs dizaines de circuits intégrés de toutes sortes, et plutôt très bien conçue pour l'époque. Dernière carte de cette première partie, son facteur de forme est déjà beaucoup plus petit, mais elle n'en reste pas moins tout aussi dense en termes de composants. Il y a donc 3 connecteurs sur sa face avant, un DB25, un RJ45 et un DB15. On a ici l'emplacement pour ajouter une barrette de mémoire RAM, mais je ne suis pas allé jusqu'à vérifier quel format de SIM il s'agit. Ici, une classique pile au lithium pour maintenir un courant continu stable dans certains circuits intégrés lorsque l'appareil n'est plus alimenté. On est bien en présence d'une carte MCU, c'est même écrit ici, et il y a quelques étiquettes plus bas qui nous donnent des indications de date, notamment celle-ci assez explicite puisqu'elle indique que la fin de la garantie tombe en novembre 97. Sur cette face arrière, il y a globalement que des condensateurs de découplage comme ici, et des résistances pour limiter le courant. Et je compte pas moins de 6 quartz utilisés pour cadencer certains circuits intégrés, dont les quelques processeurs qu'on va voir. 5 et 6. Donc le bestiau qui gère tout ça est ce microprocesseur Motorola MC68020 cadencé à 25 MHz et qui est le tout premier 32 bits de la famille 68000. Pour info, sa puce de silicium ressemble à ça, elle contient environ 190 000 transistors. Et pour les amoureux du vintage, Apple, Commodore, Silicon Graphics et Sun Microsystems entre autres l'ont utilisé dans leurs machines. On retrouve de la mémoire flash Intel ici, 4 Mb en tout, deux boîtiers de static RAM 128 kilo chacun, on a ici une série de drivers de ligne à 3 états de sortie, tout cela sert à synchroniser les données dans les deux sens entre les bus et le CPU. Ces 7 boîtiers SOP gèrent la communication bidirectionnelle de façon asynchrone entre les différents bus de données. Encore un peu de mémoire embarquée ici, il s'agit cette fois de Dynamic RAM 8 Mb en tout. Ces deux circuits intégrés placés au centre de la carte, qui sont très certainement des portes logiques programmables, disposent tout autour d'eux d'un certain nombre de points qui devaient permettre de les programmer dans leur configuration embarquée. Pour en avoir le cœur net, je retire l'étiquette. Et en effet, il s'agit d'un EPLD Altera Max de la série 7000 qui offre quand même 2500 portes logiques pour 128 macrocellules, et il y en a deux comme ça. À l'autre bout de la carte, en liaison avec le connecteur DB25, on trouve un circuit Zilog en boîtier PLCC de 68 broches qui est un contrôleur série universel multiprotocole simple canal, et ce quartz est sans doute celui qui le cadence à 16 MHz. Ce boîtier Philips est un double transceiver asynchrone full duplex avec son quartz de 3,6 MHz à côté, et en liaison avec l'autre connecteur DB15, nous avons un second contrôleur série universel Zilog exactement le même que le premier puisqu'il est multiprotocole. Et je finirai cette première partie sur cette rangée d'interrupteurs qu'on appelle aussi Deep Switch et qui permettent de configurer le système selon des états prédéfinis. Voilà, on se retrouve donc vite pour la seconde partie.